Bonjour Alizé, Bonjour Lilian. c'est un plaisir de te recevoir à NFT Paris dans un cadre qui est sympathique de l'extérieur. De l'intérieur, nous on n'est peut-être pas au meilleur endroit, on va entendre beaucoup la main stage qui est juste à côté. Donc pour ceux qui nous écoutent, s'il y a un mauvais son, désolé, on n'est pas forcément responsable. On va faire ce qu'on peut. Voilà, on va essayer quand même de faire un bon podcast, un podcast intéressant. Et pour commencer, pour ceux qui nous écoutent, qui te connaissent peut-être pas forcément, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, et on parlera aussi un petit peu de ton parcours qui est un parcours assez intéressant. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur Cryptos. Alors moi, je m'appelle Alizé Carli. Je suis directrice stratégie et croissance de l'écosystème chez Casper. Casper, c'est une blockchain Layer 1 basée sur Rust, qui a sa propre machine virtuelle et qui a été lancée la chaîne publique en 2021 avec l'idée de servir les grandes entreprises sur des problématiques complexes comme la supply chain, les brevets et plus récemment l'intelligence artificielle et la gouvernance. D'accord. Et voilà, donc dans mon équipe, j'ai une équipe avec moi qui est en charge du business development, c'est-à-dire faire grandir l'écosystème, attirer des projets, des bourses. Donc on a un fonds de 25 millions de dollars qu'on distribue à des projets d'infrastructures et des DIAP. Okay. On fait aussi du listing et des partenariats stratégiques. Ok. Et alors, je voulais parler de ton parcours quand même parce que c'est intéressant. Comment est-ce que tu es arrivé à découvrir d'abord l'écosystème des cryptos et ensuite Casper? Quel a été ton parcours pro avant et même de formation? Ouais, alors c'est assez unique, je pense, dans cet écosystème. J'entends souvent, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans la blockchain. Moi, c'est plus récent. En fait, j'étais dans un parcours de conseil en stratégie chez McKinsey dans la transition énergétique. Donc, j'ai fait ça à la base totalement par hasard parce que j'étais à Houston et qu'ils m'ont recrutée. Et voilà, je me suis lancée dans cette carrière. C'était passionnant. Ça m'a emmenée partout dans le monde et plus récemment à Amsterdam. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai toujours été passionnée par la tech de manière générale. J'ai commencé ma carrière dans la tech. Et au moment notamment de l'émergence des NFT, etc., il y a un petit groupe de consultants chez McKinsey qui a commencé à vraiment diguer sur la blockchain, les concepts et à éduquer en fait déjà nos collègues, nos consultants collègues et ensuite les clients. On avait de plus en plus de demandes de clients, au départ vraiment dans la banque, dans l'assurance, donc assez loin de moi, l'énergie là où je travaillais. Mais ensuite, même des clients dans l'énergie qui commençaient à demander un peu, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, surtout au moment de Yuga Labs et des Bored Ape, exactement. Et en fait, de fil en aiguille, on a constitué de plus en plus de training, on a commencé à avoir des missions, etc. Et en 2022, j'ai eu énormément de collègues au moment où McKinsey ne s'est pas engagé complètement dans le Web3 parce que ce n'était pas leur cœur de métier, c'était un peu un sujet touchy en fait. Ouais. J'ai beaucoup de collègues qui sont partis travailler full-time en Web3 et puis j'ai suivi quelques mois après avoir rencontré Casper et d'autres blockchains. Ok, donc d'abord un peu indirectement par le biais d'un autre travail et un peu par frustration de ne pas pouvoir te lancer pleinement dedans, tu es parti dans ce domaine-là. Et pourquoi Casper? Est-ce que c'était... parce qu'à l'époque où tu es parti, ça devait être vraiment le tout début du projet, en tout cas, c'était pas encore très avancé. C'est ça, ça faisait 1 an qu'ils avaient fait leur ICO. Alors Casper, j'ai eu un coup de cœur pour la vision. En fait, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un gap de se dire, cette technologie, en fait, avec aussi peut-être ma vision conseil en stratégie pour des grandes entreprises, de se dire, mais en fait, cette technologie, elle peut sûrement aider à résoudre plein de problèmes qui sont très frustrants, très importants. La traçabilité, la protection de la copie, la décentralisation de l'identité, enfin voilà. Et je trouvais que l'approche de Casper était extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Et j'ai adoré l'équipe aussi, donc voilà. Et surtout la vision aussi très orientée vers les entreprises, puisque on en reparlera, mais c'est un peu le sujet de Casper. Toi qui viens justement aussi du conseil, peut-être qu'il y a eu un intérêt comme ça. Ouais, je me suis dit que c'est là que je pourrais apporter le plus, au départ en tout cas, le plus de valeur pour rentrer dans ce monde et voilà. Et donc Casper, qu'est-ce que c'est? Tu m'avais dit donc c'est une layer 1. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, puisque voilà, des blockchains de layer 1, il y en a beaucoup, qui fonctionnent sur des mécanismes assez différents. Ouais. Voilà, très rapidement, très simplement, Casper, c'est quoi? Alors Casper, elle est proof of stake. Elle a créé sa propre virtual machine
codé en Rust parce qu'en gros, l'idée, c'était de se dire, si on fait notre propre virtual machine, on va pouvoir justement intégrer tous les éléments qui sont importants pour les entreprises, notamment le permissioning. Donc ça veut dire en fait pouvoir dire telle équipe peut assez tel genre de permission pour exécuter un smart contract par exemple, alors que tel autre aura besoin d'une permission de 6 sur 10 par exemple. De la flexibilité, il y a une upgradabilité des contrats. Donc ça veut dire que tu peux faire des versions. Tu n'as pas besoin de... Si en fait ton cas d'usage évolue, ce qui est toujours le cas dans les entreprises, mais même dans n'importe quel projet, en fait, tu as une idée de base et un an plus tard, ça a changé. Tu n'es pas obligé de désactiver le smart contract. Tu peux faire de l'upgrader en fait au fil du temps. Voilà, c'est un peu les concepts fondamentaux et le langage Rust qui est un des langages les plus adoptés, les plus connus par les développeurs aussi Web 2. Autre que Solidity. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelques ressemblances avec Ethereum et aussi un petit peu dans l'histoire. Si je dis pas de bêtises, il y a une anecdote, si on peut dire ça comme ça, avec les fondateurs de Casper qui sont en fait des anciens de l'équipe d'Ethereum. Exactement, oui. Tu as l'anecdote sur comment est-ce qu'ils se sont séparés et pourquoi est-ce qu'ils ont créé Casper? Je pense que c'était cette vision qui vraiment lançait ce côté entreprise et cette flexibilité qui est, tu vois, Solidity, c'est un langage nouveau. Et eux ils se disaient, non, en fait, la mass adoption, c'est des langages que tout le monde maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui compile sur WebAssembly et Rust. Et en effet, notre white paper à la base a été avec des personnes clés de la fondation Ethereum. C'était avant mon temps, mais c'est vraiment... Ouais. D'accord. Donc en tout cas, voilà, un projet de Layer 1, donc sur lequel on peut construire des smart contracts, assez orienté quand même pour les entreprises, avec, on voit quand même une vision qui est de leur offrir les meilleurs outils pour construire des applications qui leur ressemblent et qui sont upgradables, comme tu le disais. Ouais. Quels sont à peu près les cas d'usage à l'heure actuelle de ce qui se développe sur Casper? Vous avez déjà des clients entreprises ou enfin, en tout cas, dans quelle direction ça semble aller pour l'instant? Ouais. Alors là, c'est là que je veux faire un distinguo important, c'est qu'en fait, donc on a un labs qui s'appelle Casper Labs et qui vraiment construit des applications blockchain. Alors là, on va faire une petite pause là quand même, c'est exceptionnel. Bon voilà, écoute, c'est sympathique. Cool. Tu le laisseras au montage, ce petit passage où on est obligé de faire des pauses. Après cette petite coupure publicité, on peut reprendre. Donc, je te posais la question sur les cas d'usage à l'heure actuelle, si tu veux reprendre là-dessus. Ouais, alors en fait, je pense que c'est important de distinguer. Donc, on a un labs qui s'appelle Casper Labs où les fondateurs de Casper dirigent le labs. Donc, eux, vraiment, ils construisent en fait ces solutions pour les entreprises. Ils ont notamment un partenariat avec IBM pour la gouvernance dans l'IA. Et eux, ils ont aussi des produits hybrides, c'est-à-dire en partie chaîne privée et chaîne publique. Alors que donc moi, je fais partie de l'association, c'est comme la fondation. Et nous, on s'occupe exclusivement de la chaîne publique permissionless et on est beaucoup plus Web3 et native Web3 dans notre approche. Donc nos cas d'usage et ce qui nous porte, c'est vraiment... on a construit toute l'infrastructure DeFi. C'était pas originellement, historiquement, voilà, notre forte ou ce dans quoi on se sentait légitime, mais là on est vraiment en train de construire toute la fondation autour de ça. Et on est excité d'avoir... Non, pas excité, comment on dit on est... en tout cas, on a hâte... Anglicismes qui reviennent. Ça marche beaucoup mieux en anglais, un peu moins bien en français. C'est ça. Et donc, en fait, dans la DeFi, ce qu'on veut faire, c'est attirer des protocoles innovants et on a vraiment besoin de cette infrastructure de base avec des oracles, des bridges, une blockchain qui va vite, qui est peu onéreuse en termes de gas fees. Ouais. Et c'est vraiment une de nos priorités cette année. On a aussi pas mal de tokens. Enfin, vous avez dû suivre toutes les inscriptions. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est aussi sur Casper. C'est arrivé sur Casper. C'est arrivé sur Casper sans prévenir, ce qui était. C'est souvent le souci. Voilà, donc j'avoue donc c'était en janvier. La blockchain a eu chaud. Et alors, en fait, est-ce que c'est la grande question, est-ce qu'elle a survécu? Elle a survécu, elle ne s'est pas arrêtée et en vrai finalement c'est un mal pour un bien parce qu'on a pu upgrader certaines
pas vulnérabilité, mais en tout cas, il n'y avait pas de méthode pour prioriser certaines transactions, ce qui fait que le network était complètement saturé. Ouais. Et maintenant, on a implémenté une solution pour permettre une priorisation pour que les validateurs en fait, ne tombent pas les uns après les autres. Et en fait, je trouve que c'est vraiment positif finalement, ce genre d'initiative. Donc on voit des initiatives de projets qui vont lancer leur token sur Casper, qui vont faire des inscriptions et je trouve ça vraiment super. Vous avez des NFT aussi sur Casper? Ouais, on a des NFT surtout via des jeux. Il y a quelques collections qui vont sortir, mais on a priorisé aussi le développement de jeux qui vont offrir une expérience assez comme chez Apple, c'est-à-dire tu abstrais vraiment le Web3. C'est aussi en phase avec notre ADN. Voilà, et en fait, on a un partenaire historique qui s'appelle Make et qui, je trouve, a développé vraiment un produit unique que j'ai pas vraiment vu ailleurs. C'est une suite de produits qui travaillent très bien ensemble, donc un wallet, un cloud, une marketplace en marque blanche, et tout est seamless pour les développeurs et pour les retail. Et donc, de plus en plus de projets sur Casper adoptent leur suite de produits. Donc, ça, c'est une suite de produits que nous, en tant qu'utilisateurs, avec laquelle on peut interagir. Voilà, il y a un wallet, agrégateur. Tous les outils classiques qu'on peut retrouver dans la DeFi et dont on va avoir besoin. Ouais, exactement. Wallet agrégateur, marketplace, NFT, j'imagine, et DEX peut-être. Ouais, DEX, ça va venir. Ça va venir, d'accord. Et social login, etc. Alors, explique-nous un petit peu ça. Ça me fait penser à l'account abstraction sur Ethereum, le principe quand même qui est de dire voilà, on va essayer de retirer le plus possible la barrière technique Web3, technique blockchain. Vous, c'est un petit peu ce que vous proposez. Donc. Voilà, complètement. Et complètement, surtout pour les jeux, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde s'accorde à dire que si tu dois sortir de ton jeu pour connecter ton wallet, revenir, ça casse complètement le plaisir de jouer qui doit rester au cœur de la machine. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont vraiment une solution élégante et également pour les développeurs qui ont des facilités de développer leurs jeux et d'intégrer leurs outils. Voilà, donc c'est vraiment des acteurs clés chez Casper. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur Casper, c'est qu'on a des partenaires historiques qui font la différence en fait et qui innovent. Et en plus qui sont souvent basés dans des pays émergents et je trouve ça vraiment excellent. Donc au Vietnam, émergent, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas c'est assez diversifié. On travaille beaucoup avec des équipes en Inde, en Turquie, au Vietnam. Et on a une équipe aussi qui est en train de lancer un jeu avec des NFT sur Roblox, ce qui est vraiment va être un des tout premiers jeux liés à Roblox. Et c'est une équipe vietnamienne qui développe ça, qui est un partenaire de Casper depuis toujours. Oui, c'est super intéressant. Donc si je comprends bien, en fait, il y a cette suite d'outils qui est vraiment très orientée utilisateur, qui a l'air d'être agréable, fluide, sympathique à utiliser. Ouais. En plus, qui enlève certaines barrières, on va dire, à l'entrée pour les utilisateurs lambda, notamment avec l'ambition d'aller créer des jeux comme celui dont tu parles, qui pourraient aller toucher des utilisateurs qui ne sont pas forcément Web3. Et d'un autre côté, il y a aussi une partie qui aide quand même les développeurs et tous ceux qui vont, les porteurs de projets de manière générale, à aller construire sur Casper. Exactement, complètement. Donc il y a vraiment les deux bouts de la chaîne. On peut se connecter via API au Block Explorer. Ils ont développé un outil qui s'appelle Casper Click, qui permet vraiment de développer une application, une DApp sur Casper en moins de 30 minutes. Ok. Et alors il y a un sujet qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est un sujet qui est en tendance en ce moment. On le voit, ça bouge beaucoup dans l'écosystème des layers 1, des layers 2. On a l'écosystème Cosmos, on a Solana qui se distingue en tant que layer 1, on a Ethereum qui part sur un écosystème avec plein de layers 2 et on voit des anciens layers 1 qui se redirigent vers des layers 2 de l'écosystème d'Ethereum. Donc voilà, ça bouge beaucoup. Vous êtes une layer 1 dans son propre écosystème. Est-ce qu'à terme, il y aura des ambitions de se rendre interopérable avec éventuellement Ethereum, avec Cosmos, j'en sais rien, peu importe. Est-ce que ça fait partie de vos ambitions? Alors, je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on évalue. Et mon équipe notamment est celle qui va regarder tout ce qui se passe, analyser les impacts, etc. On n'est pas encore... Donc l'interopérabilité, clairement oui. Avec l'écosystème Solana, Cosmos, Polkadot, ça fait beaucoup de sens.
Et c'est vraiment un de nos axes de croissance, en fait, d'avoir de plus en plus de bridge et de se connecter avec toutes ces chaînes pour les NFT et pour la DeFi. Après, voilà, donc on l'exclut pas. Après, nous, en fait, notre conviction profonde, c'est qu'on n'a pas encore établi exactement notre technologie, on n'a pas assez expliqué. Et c'est un de nos axes là pour la première partie de l'année où on fait tout un travail de produit, en fait, de vraiment description de notre technologie, des produits, de l'écosystème pour continuer à amplifier, en fait, tout ce qu'on a construit. Et pendant ce temps, la R&D, en effet, travaille sur des layers 2, etc. Mais on veut d'abord, en fait, vraiment établir et expliquer mieux ce qu'est Casper avant de potentiellement envisager des options différentes. Ok, bon bah déjà ce podcast aura peut-être contribué un petit peu pour certains à mieux découvrir Casper. Et ben, j'avais une question aussi sur, tu l'as évoqué un petit peu dans vos ambitions là, pour 2024, mais clairement qu'est-ce qu'on peut attendre de Casper là, sur l'année à venir, les grandes étapes de la roadmap devant nous? Alors, en termes techniques, on a un gros upgrade. Une mise à jour. Ouais, une grosse mise à jour. Ça va, ça fonctionne quand même. Une grosse mise à jour qui s'appelle Condor. D'accord. Et c'est vraiment une mise à niveau sur tous les aspects de Casper qui va être délivrée autour de l'été. Okay. Et donc tous nos ingénieurs travaillent là-dessus, ceux de Casper Labs également. Donc ça, c'est vraiment du côté technique. Et après, côté DApp, écosystème, déploiement de la DeFi avec des nouveaux protocoles de lending, de liquid staking notamment, un renforcement de notre infrastructure DeFi et ensuite, je l'espère, des tokens qui vont se lancer, voilà, une amplification des lancements de tokens sur Casper. Donc un focus quand même beaucoup sur la DeFi, en tout cas attirer des utilisateurs aussi sur des produits qui fonctionnent ailleurs et qui plaisent aux utilisateurs, qui se distinguent en fait de votre autre partie qui est plus celle orientée entreprise aussi. Voilà, ouais, et qui est vraiment importante pour l'association. Bien sûr. Tout à fait. Et après, dans mon équipe, on a aussi une équipe dédiée au listing qui veut vraiment augmenter l'accès en fait à notre écosystème, notamment pour les retail. Il faut vraiment pas, il faut mesurer l'importance de ça également. Donc on a une équipe qui travaille et d'ailleurs il y a 2 jours on a annoncé notre listing sur Bybit. C'est vrai. Voilà, au global. Et c'était un énorme succès, donc on est très heureux. En décembre, c'était Bitvavo, donc en fait, voilà, petit à petit, on fait le maillage vraiment au global sur les exchanges. Ok, ça c'est d'un point de vue du token. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Bon, c'est des utilités assez classiques maintenant pour des tokens de blockchain. Ouais. J'imagine staking, probablement, exactement. Payer les gas fees. Ouais. Est-ce qu'il y a un système aussi de participation à une gouvernance pour le protocole? Oui, alors à l'heure actuelle aussi. Oui, il est en train d'être formalisé, mais donc c'est réservé aux validateurs. En fait, les validateurs sont les membres de l'association. Les 100 premiers validateurs, en tout cas les 100 plus grands validateurs, sont membres de l'association Casper et ont un droit de gouvernance sur Casper, qui est, pour être encore émergent et qu'on doit formaliser un peu plus. Ouais. Fonctionnement voilà, quand même assez classique pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que parfois, je sais que j'avais vu des gens tiquer sur cet aspect dans la gouvernance, il n'y a que les 100 plus gros validateurs. Alors c'est ce qu'on retrouve sur plein de réseaux maintenant. On parlait de Celestia, Dimension, etc. récemment nous sur Cryptos, puisque c'était la tendance. Okay. Ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc il n'y a rien d'illogique. Pour être validateur, il faut quand même avoir quelques compétences techniques assez importantes. Voilà, exactement. Il y a des critères d'uptime et nous, on a un process de délégation équitable, fair delegation, où on va justement, par rapport à la fiabilité, à l'ampleur et à la taille du validateur, déléguer les tokens de l'association. C'est un projet que je trouve assez intéressant à suivre, dans le sens où il y a quand même quelques différences, je trouve, avec les autres projets de blockchain de l'ER1 qu'on voit sortir. Voilà, très orienté aussi entreprise, avec déjà une suite d'outils qui a l'air d'être intéressante et surtout qui est la même, quoi, avec le même ADN. Voilà. Et ça, c'est assez cool. Donc on suivra ça de près et on vous souhaite évidemment tout le meilleur possible pour l'année 2024 en espérant que toute la roadmap se réalise correctement. Voilà, c'est ce à quoi on va s'atteler. Merci beaucoup, Lilian. Merci à toi pour ton temps.